Le sang que vous méprisez est le seul qui la maintienne en vie. Quand elle ouvrira les yeux, elle connaîtra toute la vérité. Par une nuit pluvieuse à Paris, un père célibataire épuisé resta figé pendant son service lorsqu'il vit la facture de scolarité de sa fille. 8 400 €. S'il ne trouvait pas l'argent, elle serait exclue de son école dans les 24 heures. Juste au moment où tout semblait perdu, il aperçut une annonce urgente recherchant un donneur d'un groupe sanguin rare, avec une récompense de 500 000 €. Quelques heures plus tard, le vigile de nuit et livreur se retrouvait allongé dans l'une des chambres les plus luxueuses d'une clinique privée de Paris. Son sang s'écoulait à travers un tube pour sauver la vie d'une milliardaire mourante, tandis que ses riches enfants se tenaient devant la porte, méprisant la couleur de sa peau et sa condition sociale, sans savoir que cet homme allait bouleverser leur destin. Avant de commencer, précisons qu'il s'agit d'une histoire fictive écrite pour inspirer et donner de l'espoir. Chez Memory Stories, nous croyons qu'une histoire entendue au bon moment peut tout changer. La clinique privée la plus chère de Paris se dressait dans le 16e arrondissement comme une forteresse de verre et d'acier. Dans la chambre 1407, entourée de machines coûtant plus cher que la maison de la plupart des gens, Béatrice de Villeneuve était en train de mourir. 78 ans, une fortune estimée à 4,2 milliards d'euros, un empire immobilier réparti sur 3 continents. Et pourtant, à cet instant précis, rien de tout cela n'avait d'importance. Le moniteur cardiaque émettait des bips réguliers, seul bruit dans une pièce qui sentait l'antiseptique et l'argent. Béatrice restait immobile sur le lit d'hôpital. Ses cheveux argentés étaient étalés sur une tête d'oreiller en soie que son assistante avait apportée de chez elle. Ses yeux étaient fermés, mais derrière ses paupières son esprit dérivait à travers des souvenirs qu'elle avait passé 40 ans à tenter d'oublier. Elle était seule, totalement seule. Les infirmières passaient toutes les 30 minutes. Les médecins examinaient son dossier 2 fois par jour. Mais personne ne s'asseyait près de son lit. Personne ne lui tenait la main. Personne ne murmurait de paroles réconfortantes à son oreille. Voilà ce que 4 milliards d'euros vous achetez à la fin. Les meilleurs soins médicaux que l'argent puisse offrir, et pas une seule personne qui se soucie réellement de savoir si vous vivrez ou mourrez. La porte s'ouvrit brusquement à 14h15 précise. Stéphane de Villeneuve entra le premier, ses chaussures italiennes frappant le sol poli. À 45 ans, il avait le genre de visage qui paraissait séduisant sur les photos de magazines, mais froid dans la réalité. Son costume gris anthracite coûtait probablement plus qu'1 mois de salaire d'une infirmière diplômée, et il le portait comme une armure. Derrière lui arriva sa sœur Isabelle, plus jeune de 3 ans. Elle portait une robe noire de créateur, comme si elle avait déjà choisi sa tenue pour les funérailles et avait décidé de l'essayer en avance. Son parfum entra dans la pièce avant elle, un parfum français coûteux qui jurait avec l'air stérile de la clinique. Aucun des deux ne regarda le visage de leur mère. Les yeux de Stéphane se posèrent directement sur le moniteur cardiaque, observant la ligne verte monter et descendre. Isabelle sortit son téléphone et vérifia son reflet dans l'écran noir, ajustant une mèche de cheveux déplacée. Le médecin a dit que ça pouvait être une question de jours maintenant, dit Stéphane d'une voix plate et professionnelle, comme s'il parlait de résultats trimestriels plutôt que de la vie de sa mère. Isabelle rangea son téléphone dans son sac et jeta enfin un regard vers la silhouette sur le lit. Elle a une mine affreuse. Quand est-ce qu'elle s'est fait coiffer pour la dernière fois? C'est ça qui t'inquiète? Ses cheveux? Je dis juste que si la presse publie des photos d'elle dans cet état, ce sera embarrassant pour nous tous. Stéphane marcha jusqu'à la fenêtre et contempla la skyline de Paris. Quelque part là dehors, des immeubles appartenant à leur mère touchaient presque les nuages. Des immeubles qui leur appartiendraient bientôt. Il faut qu'on parle du testament, dit-il en gardant le dos tourné à sa sœur. Les yeux d'Isabelle se durcirent. Quoi à propos du testament? Elle devait signer la nouvelle version la semaine dernière. Celle qui me donne le contrôle des propriétés en Asie et qui te laisse le portefeuille européen. Stéphane se retourna, la mâchoire crispée. Elle ne l'a jamais signée. Comment ça, elle ne l'a jamais signée? Son avocat m'a appelé ce matin. Elle s'est effondrée avant le rendez-vous. Le testament en vigueur est celui de 2019, celui qui partage tout à parts égales et prévoit un paquet de dons caritatifs. Le visage d'Isabelle se tordit presque de panique. Des dons caritatifs? De combien parle-t-on? 30% de la succession iront à différentes fondations. 30%? Sa voix monta brusquement avant qu'elle se rappelle où elle se trouvait et ne la fasse retomber. Ça fait plus d'1 milliard d'euros qui partent chez des inconnus pendant qu'on se contente de partager les restes. Baisse la voix. Ne me dis pas de baisser la voix, Stéphane. C'est notre argent. On parle de notre héritage.
On a attendu toute notre vie pour ça. Stéphane traversa la pièce en 3 pas rapides et attrapa le bras de sa sœur. J'ai dit, baisse la voix. Les infirmières peuvent tout entendre. Isabelle arracha son bras mais baissa le ton en un chuchotement dur. Très bien. Alors dis-moi que tu as un plan. Dis-moi que tu ne vas pas laisser 1 milliard s'envoler parce que mère a décidé de jouer les saintes à la dernière minute. La seule façon de changer quoi que ce soit, c'est qu'elle se réveille et signe le Nouveau Testament. Et quelles sont les chances que ça arrive? Avant que Stéphane puisse répondre, le moniteur cardiaque se mit à biper plus vite. Ils se figèrent tous les deux, fixant la machine comme si elle pouvait exploser. Après quelques secondes, le rythme se stabilisa, et Béatrice resta inconsciente. Stéphane laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas avoir retenu. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une transfusion sanguine. Son groupe est AB négatif, alors donnez-lui une transfusion. Ce n'est pas si simple. L'AB négatif est l'un des groupes sanguins les plus rares au monde. Moins de 1% de la population l'a. Les réserves de la clinique sont épuisées et ils cherchent un donneur compatible depuis 3 jours. Isabelle fronça les sourcils. Et nous alors? On ne peut pas donner? Stéphane secoua lentement la tête, et une lueur de soulagement passa dans son regard. Aucun de nous deux n'est compatible. On tient du côté de notre père, tu te souviens? Un groupe sanguin complètement différent. Les deux se regardèrent. Et dans cet instant, une compréhension silencieuse passa entre eux. Pas de donneur compatible signifiait pas de transfusion. Pas de transfusion signifiait leur mère mourrait. Et si elle mourait, le testament actuel entrerait en vigueur. 30% pour la charité. 70 pour eux. Isabelle lissa sa robe noire et esquissa un petit sourire. C'est malheureux. Je suppose qu'on devra simplement espérer le meilleur. La clinique diffuse un avis d'urgence, dit Stéphane en sortant son téléphone pour lui montrer. Ils offrent une récompense. Combien? 500 000 € à toute personne AB négatif qui se présente comme donneur compatible. Isabelle éclata d'un rire sec. Mère détesterait ça. Payer un demi-million à un parfait inconnu pour son sang. Elle préférerait mourir. Stéphane regarda le visage pâle de sa mère, les tubes qui entraient et sortaient de son corps, les machines qui la maintenaient en vie. Peut-être que ce sera le cas, murmura-t-il. Isabelle ne répondit pas. Elle alla simplement s'asseoir sur le petit canapé dans le coin et croisa les jambes avec élégance. Combien de temps on reste? Pourquoi? Tu as quelque chose de prévu? J'ai une réservation dans un grand restaurant gastronomique à 19 h. Je ne vais pas annuler parce que mère a décidé d'avoir une urgence médicale. Stéphane la fixa un long moment, puis secoua la tête et s'assit sur la chaise près de la fenêtre. On devrait rester au moins 1 heure, pour les apparences. Très bien. 1 heure. La pièce retomba dans le silence, seulement interrompu par le bip régulier du moniteur cardiaque. 2 enfants veillaient leur mère mourante. Non par amour ni par chagrin, mais par obligation et par avidité. Sur le lit, la poitrine de Béatrice de Villeneuve se soulevait et s'abaissait avec une précision mécanique. Ses poumons étaient remplis par un ventilateur coûtant des milliers d'euros par jour. Son visage semblait paisible dans l'inconscience, mais si quelqu'un avait pu voir ses rêves, il aurait découvert quelque chose de très différent. Dans son esprit, elle se trouvait dans un petit appartement d'un quartier qu'elle n'avait pas visité depuis 40 ans. Le papier peint se décollait, la moquette était tachée, et le radiateur grinçait toutes les quelques minutes. Mais elle y était heureuse. Plus heureuse que dans n'importe quelle pentouse ou manoir. Parce que dans cet appartement, elle n'était pas seule. Il y avait un homme qui l'aimait. Et un petit garçon aux yeux brillants dont le sourire illuminait tout son monde. Mais cela appartenait à une autre vie. La femme qu'elle avait été autrefois. Le chagrin, la culpabilité et les milliards avaient figé son cœur en quelque chose d'irréconnaissable. La Béatrice d'aujourd'hui mourait dans une chambre remplie de personnes qui espéraient sa disparition. Et quelque part de l'autre côté de la ville, dans un petit appartement délabré de la banlieue nord de Paris, le fils qu'elle croyait mort depuis 40 ans était sur le point de voir un message qui allait tout changer. Le moniteur cardiaque continuait de biper.
L'horloge au mur passe à 3 heures. Dans les hôpitaux, sur les panneaux numériques et sur les écrans à travers toute la ville, une annonce d'urgence apparut. Donneur AB négatif recherché. Récompense, 500 000 €. La course contre la mort venait de commencer. Et vous, à la place de Miles, auriez-vous accepté l'argent pour vous taire, ou auriez-vous révélé la vérité à une mère qui vous croyait perdue depuis 40 ans? Vous serez arrêté, et demain matin, toutes les chaînes d'information du pays en parleront. Vous savez au moins qui nous sommes? Le visage de Stéphane devint rouge. Vous avez la moindre idée de l'argent que notre famille a donné à cette clinique? Je sais parfaitement qui vous êtes, monsieur de Villeneuve. Et je sais aussi que votre mère est en train de mourir pendant que vous restez ici à vous plaindre de la couleur de peau de l'homme qui essaie de la sauver. Le docteur Moreau montra la porte du doigt. Attendez dans le couloir ou quittez le bâtiment. Ce sont vos deux seules options. Le silence s'étira pendant un long moment. Les mains de Stéphane se fermèrent en poing le long de son corps, et le visage d'Isabelle se tordit de fureur. Mais il y avait quelque chose dans le regard du médecin qui les força à reculer. Ce n'est pas fini. Stéphane siffla ces mots en attrapant le bras de sa sœur. Quand mère se réveillera, elle entendra parler de tout ça. De tout. Ils partirent en claquant la porte derrière eux. Le docteur Moreau se tourna vers Laurent, son expression s'adoucissant. Je suis désolé pour cela, monsieur Diallo. Ce n'est pas votre faute, madame. Laurent garda une voix calme, même si son cœur battait à toute vitesse. On peut commencer? Je vais aider cette dame. L'infirmière termina de préparer son bras et enfonça l'aiguille. Laurent regarda son sang rouge sombre commencer à circuler dans le tube, traversant l'espace entre celui et la pièce où Béatrice de Villeneuve était allongée entre la vie et le pire. Au moment où son sang entra dans son corps, quelque chose d'étrange se produisit. Dans sa chambre, le moniteur cardiaque commença à changer. Le rythme, faible et irrégulier jusque-là, commença à se renforcer. Chaque bip arrivait avec plus de régularité que le précédent. La ligne verte à l'écran montait et descendait avec une force nouvelle. Ces constantes se stabilisent, lança une infirmière. La tension remonte, le rythme cardiaque redevient normal. Laurent ferma les yeux et laissa l'épuisement l'envahir. Son corps était affaibli par des mois de surmenage et de repas insuffisants, mais il laissa le sang continuer à couler. Pour Léa. Pour l'argent qui sauverait son avenir, pour cette vieille femme triste dont le visage éveillait en lui quelque chose qu'il ne comprenait pas. Dans le couloir, Léa était assise sur une chaise en plastique, les jambes trop courtes pour toucher le sol. Elle jouait avec le bracelet à son poignet, ce vieux bracelet d'argent terni que son père lui avait dit venir de sa grand-mère. Une ombre tomba sur elle. Léa leva les yeux et vit la femme à l'air mauvais de tout à l'heure, celle qui portait la robe noire et sentait un parfum trop fort. Isabelle la regardait de haut avec des yeux glacés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix d'Isabelle était tranchante comme du verre. « Cet étage est privé. Les enfants n'ont pas à traîner dans les couloirs. » J'attends mon papa, dit Léa en essayant d'empêcher sa voix de trembler. Il aide la dame malade. Les yeux d'Isabelle tombèrent sur le bracelet au poignet de Léa. Pendant un très bref instant, quelque chose passa sur son visage. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et elle se pencha, fixant ce vieux bijou comme si elle venait de voir un fantôme. Mais cette expression disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par le même mépris froid. « Sors d'ici », lança Isabelle sèchement. « Va attendre en bas, dans le hall principal, là où est ta place. Cet étage est réservé à la famille, et toi, tu n'es certainement pas de la famille. Mais mon papa m'a dit d'attendre ici, il m'a dit de ne pas bouger. Je me moque de ce que ton père a dit. » Isabelle fit un geste de la main comme si elle chassait un animal errant. « Tu n'as pas ta place ici. Tu n'as ta place ni près de cet étage, ni près de cette famille. Alors disparais de ma vue avant que j'appelle la sécurité. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes, mais elle se rappela ce que son père lui disait toujours. « Tu as ta place partout où tu choisis de tenir debout, ma puce. Ne laisse personne te dire le contraire. » Alors elle resta sur sa chaise.
Elle serra le bracelet plus fort contre sa poitrine, les larmes coulant en silence sur ses joues, et elle attendit. Isabelle laissa échapper un bruit de dégoût et s'éloigna, ses talons claquant dans le couloir. La transfusion dura presque 1 heure. Quand l'infirmière retira enfin l'aiguille de son bras, Laurent eut l'impression qu'il pourrait dormir pendant 1 semaine entière. Son corps était déjà à bout avant même qu'il entre dans cette clinique, et maintenant il avait encore donné une poche de sang par-dessus tout le reste. « Vous devez vous reposer, monsieur Diallo », dit l'infirmière en appuyant une compresse sur la petite plaie de son bras. « Nous avons une salle de repos juste à côté. Restez-y au moins 30 minutes avant d'essayer de partir. » Ordre du médecin. Laurent hocha faiblement la tête. « Et ma fille ? Elle est dans le couloir. Je vais vous l'amener. Ne vous inquiétez pas. » On le conduisit dans une petite chambre attenante à la suite privée de Béatrice de Villeneuve. C'était simple comparé à la sienne, juste un lit, une chaise et une petite table, mais c'était malgré tout plus agréable que n'importe quelle chambre d'hôpital où Laurent avait déjà mis les pieds. Les draps étaient vraiment doux, et l'oreiller ne sentait pas la lessive industrielle. Léa entra en courant un instant plus tard. Ses yeux étaient rouges à force d'avoir pleuré. « Papa !» Elle grimpa sur le lit et l'entoura de ses bras. « Cette méchante dame m'a dit de partir, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée exactement là où tu m'avais dit. » Laurent la serra fort contre lui, sentant la colère monter dans sa poitrine. « Quelle méchante dame ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Celle qui portait la robe noire. Elle a dit que je n'avais pas ma place ici. Et elle m'a dit de descendre. » Léa renifla contre sa poitrine. « Mais je me suis souvenu de ce que tu me dis toujours. J'ai ma place partout où je choisis de rester debout. » « C'est vrai, ma puce. » Laurent embrassa le sommet de sa tête. « Tu as bien fait. Je suis fier de toi. » Ils restèrent allongés ensemble sur le lit étroit de la clinique. Léa blottit contre son flanc. Tous les deux épuisés par une journée qui avait commencé avec des factures impayées et s'achevait dans cet étrange palais de verre et d'argent. En quelques minutes, la respiration de Léa se fit plus lente, prenant le rythme du sommeil. Laurent fixa le plafond, trop fatigué pour dormir, mais trop faible pour bouger. À travers le mur, il entendait le bip régulier du moniteur cardiaque de Béatrice de Villeneuve. Plus forte à présent qu'avant. Son sang la maintenait en vie. Le sang d'un inconnu. Le sang d'un homme pauvre. Le sang que ses propres enfants avaient qualifié d'écœurant. Il se demanda quel genre de femme elle pouvait être. Cette milliardaire qui avait besoin de lui. Il se demanda si elle ressemblait à ses enfants, froide, dure et obsédée par l'argent, ou si elle était différente, plus douce, dissimulée sous toute cette richesse. Cela n'avait pas d'importance, se dit-il. Il était là pour la récompense. 500 000 €. L'avenir de Léa. C'était tout ce qui comptait. Un fracas provenant de la pièce voisine le tira brusquement de ses pensées. « Oh mon Dieu! Je suis désolé. » Laurent entendit la voix paniquée d'une infirmière à travers la mince cloison qui reliait sa chambre à la suite de Béatrice. Quelque chose était tombé, quelque chose de lourd, et on entendait maintenant des objets se répandre sur le sol. « Je vais ramasser ça. Je vais ramasser ça. » répétait l'infirmière. « S'il vous plaît, ne dites rien à personne. Je pourrais perdre mon travail. » Laurent écarta doucement Léa, glissant un oreiller près d'elle pour qu'elle ne remarque pas tout de suite son absence, puis il se dirigea vers la porte communiquante entre les deux pièces. La porte était légèrement entr'ouverte, et il put voir l'infirmière à genoux, ramassant en hâte les objets tombés d'un sac en cuir. « Laissez-moi vous aider, » dit Laurent en entrant dans la pièce. L'infirmière leva les yeux, soulagée. « Oh, merci. Je déplaçais juste les affaires personnelles de Madame de Villeneuve vers l'armoire et le sac à glisser. Aidez-moi, s'il vous plaît, à tout remettre avant que quelqu'un ne voie ça. » Laurent s'agenouilla et commença à ramasser les objets éparpillés. Un foulard de soie, un portefeuille en cuir, une paire de lunettes de lecture dans un étui coûteux, puis sa main toucha quelque chose qui n'avait rien à faire là au milieu, une boîte en bois. Elle était vieille et usée, le genre de choses qu'on pourrait trouver dans une brocante ou au fond du placard d'une grand-mère.
Le bois était assombri par l'âge, et les charnières étaient en laiton terni. Elle paraissait totalement déplacée au milieu des objets de luxe tombés du sac de la milliardaire. La boîte s'était ouverte en tombant, et quelque chose de blanc dépassait. Laurent la ramassa sans réfléchir, avec l'intention de la refermer et de la rendre à l'infirmière. Mais quand il vit ce qu'il y avait à l'intérieur, son monde entier s'arrêta. Une photographie, en noir et blanc, ancienne et passée, dont les bords s'étaient adoucis à force d'avoir été manipulés au fil des années. Sur la photo, une jeune femme souriait à l'objectif avec une joie qui semblait illuminer toute l'image. Elle était belle, probablement au début de la vingtaine, avec des yeux lumineux et des cheveux sombres qui tombaient au-delà de ses épaules. Elle était blanche, manifestement issue d'un milieu aisé même à cette époque, vêtue d'une robe qui paraissait chère jusque sur cette vieille photo. Mais elle n'était pas seule. Debout à côté d'elle, le bras autour de sa taille, se trouvait un homme noir, grand, large d'épaules, avec un sourire que Laurent connaissait mieux que son propre reflet. C'était son père, Malik Diallo, mort depuis 15 ans, mais impossible à confondre sur cette photo. La même mâchoire forte, les mêmes yeux bienveillants, la même manière de se tenir, épaules droites et menton relevé, comme s'il était prêt à affronter le monde entier. Les mains de Laurent se mirent à trembler. « Monsieur, est-ce que ça va ?» La voix de l'infirmière semblait venir de très loin. Laurent ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait rien faire d'autre que fixer cette photo de son père mort, debout à côté d'une femme qui reposait maintenant sur un lit d'hôpital à quelques mètres de là, maintenue en vie par son sang. Il regarda le visage de la femme sur la photographie, puis tourna les yeux vers la vieille dame allongée sur le lit. 40 années l'avaient changé, lui avaient volé sa jeunesse, ses couleurs, l'éclat de ses yeux. Mais c'était la même personne, la même femme. Son père avait connu Béatrice de Villeneuve. Pas seulement connu, la manière dont il se tenait sur cette photographie, la manière dont il se regardait, la manière dont le bras de son père entourait sa taille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Il s'était aimé. Laurent plongea des doigts tremblants dans la boîte et y trouva d'autres photographies. Son père et cette femme dans un parc. Son père et cette femme devant un petit immeuble. Son père et cette femme tenant un bébé. Un bébé. Laurent regarda la photo de plus près et son souffle se bloqua dans sa poitrine. Le bébé avait la peau sombre et des yeux brillants. Et la femme le regardait avec une expression d'amour pur, immense, absolu. Il y avait une inscription au dos de la photo. Laurent la retourna et lut les mots tracés dans une encre passée. Laurent, 3 mois, mon magnifique garçon. La boîte glissa de ses doigts et retomba sur le sol, répandant de nouveau son contenu sur le carrelage. Des lettres s'en échappèrent. Des dizaines de lettres, toutes dans des enveloppes qui n'avaient jamais été ouvertes, jamais envoyées. Chacune était adressée d'une écriture soigneuse. À mon fils Laurent, pour Laurent, quand il sera plus grand, à mon cher garçon, avec tout mon amour. Laurent ramassa l'une des lettres avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler. Il l'ouvrit et commença à lire. Et à chaque mot, sa compréhension de toute sa vie tombait en poussière. Mon très cher Laurent, aujourd'hui tu as 10 ans, et je me demande quel garçon tu es devenu. Es-tu grand comme ton père? As-tu son rire? Je pense à toi chaque jour, chaque heure. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas une seule seconde. Je sais que tu dois me haïr pour être parti. Je me hais pour cela, moi aussi. Mais je veux que tu saches que je l'ai fait pour toi, pour ton avenir, pour tout ce que je voulais t'offrir. Je me suis trompée. Je me suis terriblement trompée, et je suis tellement désolée. Les larmes coulaient à présent sur le visage de Laurent, tombant sur le papier et brouillant l'encre ancienne. Il prit une autre lettre, puis une autre, chacune ouvrant une fenêtre sur 40 ans de douleur et de regret. Cette femme lui avait écrit chaque année, à chaque anniversaire, à chaque Noël. Des lettres pleines d'excuses, d'explications et d'un amour douloureux. Des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées, jamais postées. Des lettres restées enfermées dans cette boîte en bois. Tandis que Laurent avait grandi en croyant que sa mère l'avait abandonné sans un regard en arrière, il regarda la vieille femme sur le lit d'hôpital et la vit autrement désormais. Non comme une inconnue, non comme une milliardaire, non comme la mère de ces gens cruels qui avaient essayé de le faire partir.
Sa mère, la femme qui l'avait mis au monde, l'avait porté, l'avait aimé, puis avait disparu de sa vie lorsqu'il avait 4 ans. Elle était là. Elle avait toujours été là, vivant dans sa tour de verre et d'argent, écrivant des lettres à un fils qu'elle croyait perdu à jamais. La rage fut la première chose qui le frappa. 40 ans à croire qu'il n'était pas assez bien, pas digne qu'on reste pour lui, pas digne d'être aimé. 40 ans de silence de son père, refusant de parler de la femme qui les avait quittés. 40 ans à grandir dans la pauvreté, dans la lutte, dans la solitude, pendant qu'elle bâtissait un empire, dormait dans des pantouses et élevait d'autres enfants devenus des monstres. Mais sous la rage, autre chose commençait à se fissurer. Quelque chose qui était resté enfermé depuis l'âge de 4 ans. Depuis le jour où il s'était réveillé et que sa mère n'était plus là, elle lui avait manqué. Elle lui avait toujours manqué. Et maintenant elle était en train de mourir dans un lit d'hôpital, maintenue en vie par son sang, entourée d'enfants qui ne l'aimaient pas, tandis qu'il tenait entre ses mains une boîte pleine de lettres qu'elle n'avait jamais eu le courage d'envoyer. Laurent tomba à genoux sur le sol froid de l'hôpital. Les lettres dispersées autour de lui. Et il pleura la mère qu'il avait perdue. Le père qui avait gardé ce secret. Le petit garçon qui avait passé 40 ans à croire qu'il ne valait pas qu'on reste pour lui. Et le choix qu'il devait désormais faire face à cette vérité. Laurent resta longtemps assis sur le sol glacé de l'hôpital, entouré de lettres et de photographies, essayant de reconstituer une histoire qui lui avait été cachée pendant 40 ans. Les mots contenus dans ces lettres dessinaient un portrait si différent de tout ce qu'il avait cru au sujet de sa mère qu'il avait l'impression de lire la vie d'une étrangère. Mais les réponses restaient incomplètes. Les lettres lui disaient qu'elle l'aimait, qu'elle n'avait jamais cessé de penser à lui, qu'elle était désolée. Mais elle ne disait pas pourquoi. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi n'était-elle jamais revenue? Pourquoi l'avait-elle laissé grandir en croyant qu'il avait été abandonné? Il ramassa l'une des plus anciennes lettres, datée de 1985, et commença à lire. Et lentement, pièce après pièce, la vérité de ce qui s'était passé en 1980 commença à émerger. Nous étions en 1980. Et Béatrice de Villeneuve avait 23 ans. Elle n'était pas milliardaire à l'époque. Elle n'était même pas riche. C'était simplement une jeune femme qui avait fait un choix que sa famille ne lui pardonnerait jamais. Un choix qui lui avait coûté tout ce qu'elle avait connu. Elle était tombée amoureuse de Malik Diallo. Ils s'étaient rencontrés dans un club de jazz à Paris, un de ces lieux enfumés en sous-sol où la musique était bonne et où personne ne se souciait de la couleur de votre peau. Béatrice y était allée avec des amis de l'université, en quête d'aventure, en quête de quelque chose de différent des dîners raides et des bals privés auxquels ses parents exigeaient qu'elle assiste. Malik jouait de la trompette ce soir-là. Il n'était pas célèbre, juste un musicien local qui essayait de gagner assez pour payer son loyer. Mais quand il jouait, quelque chose de magique se produisait. Toute la salle cessait de parler et se mettait à écouter. Béatrice ne pouvait pas détacher les yeux de lui. Ils parlèrent après le concert, puis le lendemain soir, puis le soir suivant. En 3 mois, ils étaient devenus inséparables. En 6 mois, ils s'étaient mariés dans un petit tribunal civil à Paris, sans la présence d'aucune famille, avec seulement 2 amis comme témoins. Quand les parents de Béatrice l'apprirent, ils la renièrent complètement, la coupèrent de la fortune familiale, la retirèrent du testament, et dirent à tout leur cercle social que leur fille était morte. En 1980, une femme blanche épousant un homme noir suffisait déjà à provoquer un scandale, mais pour une de Villeneuve, c'était impardonnable. Béatrice s'en moquait. Elle avait Malik, et cela lui suffisait. Mais l'amour ne paie pas les factures, et l'idéalisme ne met pas de nourriture sur la table. Ils s'installèrent dans un minuscule appartement de l'un des quartiers les plus pauvres de Saint-Denis, un endroit où le chauffage fonctionnait à peine et où les murs étaient si fins qu'on entendait les voisins se disputer à 3 heures du matin. Malik prenait tous les boulots qu'il pouvait trouver, jouant de la musique la nuit et travaillant sur des chantiers le jour. Béatrice essayait de trouver du travail, mais en 1980, une femme blanche mariée à un homme noir se heurtait à des portes fermées partout où elle allait. Quand Laurent naquit en 1982, leur pauvreté devint encore plus accablante. Désormais, il y avait 3 bouches à nourrir, et l'argent qui suffisait à peine pour 2 ne suffisait plus du tout pour 3. Certaines nuits,
Béatrice se couchait le ventre vide pour que Malik puisse manger assez afin de travailler le lendemain. Certaines semaines, il devait choisir entre payer l'électricité et acheter de quoi nourrir le bébé. Mais ils étaient heureux. Malgré tout, malgré la pauvreté, malgré les difficultés, malgré l'épuisement permanent, ils étaient heureux. Ils savaient l'un l'autre, ils avaient Laurent. Et c'était plus que suffisant. Puis l'occasion se présenta. L'ami d'un ami connaissait quelqu'un qui travaillait dans une grande entreprise à Londres. Il cherchait des jeunes gens intelligents, avec de l'instinct pour les affaires, capables d'apprendre vite et de travailler dur. Le salaire de départ représentait plus que ce que Malik et Béatrice gagnaient en une année entière à eux deux. Il n'y avait qu'un problème. L'entreprise avait des règles strictes concernant l'embauche des femmes mariées, surtout celles vivant ce qu'ils appelaient des situations familiales compliquées. Nous étions en 1984, et le monde des affaires était encore dirigé par des hommes persuadés que la place d'une femme était au foyer. Une femme mariée était considérée comme un risque. Quelqu'un qui tomberait enceinte et partirait. Quelqu'un dont la loyauté serait toujours divisée entre le travail et la famille. Une femme mariée à un homme noir. Pire encore. Les dirigeants ne le disaient pas directement, mais l'implication était claire. Si Béatrice voulait ce poste, elle devrait prétendre qu'elle était célibataire. Elle devrait laisser sa famille derrière elle et construire une nouvelle identité en Europe, une identité qui n'inclurait ni mari ni enfant. C'était un choix impossible. Quitter les êtres qu'elle aimait le plus au monde, ou les regarder mourir lentement de faim dans ce minuscule appartement au radiateur cassé et au réfrigérateur vide. Béatrice choisit de partir. Elle et Malik en parlèrent pendant des semaines, se disputant, pleurant, se tenant l'un contre l'autre au milieu de nuits sans sommeil. À la fin, ils convinrent que c'était la seule voie possible. Elle irait à Londres, travaillerait quelques années, enverrait de l'argent chaque mois. Une fois installée, une fois qu'elle aurait suffisamment économisé, elle trouverait un moyen de les faire venir auprès d'elle, où elle quitterait tout et rentrerait à la maison. Cela devait être temporaire. 2 ans, peut-être 3, juste le temps de mettre assez de côté pour offrir un véritable avenir à leur famille. Béatrice embrassa son mari à l'aéroport. Elle serra son fils, à peine âgé de 2 ans, et lui promit que maman reviendrait. Elle promit à Malik qu'elle écrirait chaque semaine, téléphonerait chaque dimanche, enverrait de l'argent le 1er de chaque mois, et durant la première année, elle tint chacune de ses promesses. L'argent arrivait avec une régularité parfaite. Les lettres arrivaient chaque semaine, pleines d'amour, de manque et de projets d'avenir. Les appels coûtaient cher, mais Béatrice s'en moquait. Entendre la voix de Malik, entendre le petit Laurent babiller en arrière-plan, cela valait chaque centime. Puis l'accident eut lieu. Malik et Laurent rentraient d'un rendez-vous médical quand un conducteur ivre brûla un feu rouge et percuta leur voiture. Les blessures de Malik étaient graves. Côte cassée, jambes brisées, hémorragie interne nécessitant une opération en urgence. Laurent avait eu plus de chance. Seulement des coupures et des bleus. Mais il n'avait que 3 ans, il était terrifié, et il appelait sa mère en pleurant. Ils passèrent des semaines à l'hôpital. Les factures s'empilaient plus vite que Malik ne pouvait les compter. Quand ils sortirent enfin, ils découvrirent que le propriétaire avait reloué leur appartement à quelqu'un d'autre. Toutes leurs affaires étaient sur le trottoir, trempées par la pluie et fouillées par des inconnus. Sans logement, sans argent, et avec un corps qui pouvait à peine marcher, Malik n'eut pas d'autre choix que de partir. Un cousin à Lille leur offrit une chambre, et Malik accepta. Il essaya d'écrire à Béatrice, de lui faire savoir où ils étaient partis, mais les lettres ne lui parvinrent jamais. L'adresse qu'elle possédait correspondait à un appartement qui n'existait plus dans un immeuble condamné puis démoli 6 mois plus tard. Pendant 2 ans, ils furent perdus l'un pour l'autre. Béatrice envoya des lettres qui lui revinrent avec la mention expéditeur inconnu. Elle envoya de l'argent que personne ne retira jamais. Elle appela des numéros qui avaient été coupés. Elle engagea un détective privé, mais il ne trouva rien. C'était comme si Malik et Laurent avaient disparu de la surface du monde. Finalement, en 1987, Béatrice revint à Paris. Elle avait alors gagné assez d'argent pour prendre du temps, et elle était déterminée à retrouver sa famille, quel qu'en soit le prix. Elle se rendit directement dans l'ancien quartier, devant l'immeuble où ils avaient vécu, là où elle avait embrassé son mari 3 ans plus tôt. L'immeuble avait disparu, remplacé par un terrain vide couvert de détritus et de verres brisés. Une femme était assise sur les marches de l'immeuble voisin, une femme blanche plus âgée, aux yeux durs et au visage fermé. Béatrice la reconnut. Madame Lambert, la voisine qui les avait toujours regardés avec dégoût,
qui avait appelé la police 2 fois pour se plaindre de bruit alors qu'il n'y en avait pas, qui avait un jour dit à Béatrice qu'elle était une honte pour sa race. Mais Madame Lambert était la seule personne encore là qui pouvait savoir ce qui était arrivé à Malik et Laurent. Excusez-moi, dit Béatrice, le cœur battant. Je cherche mon mari et mon fils, Malik Diallo et son petit garçon. Ils vivaient dans cet immeuble. Savez-vous où ils sont partis? Madame Lambert la regarda longuement, une lueur de reconnaissance passant dans ses yeux froids. Puis son visage prit une expression qui ressemblait presque à de la satisfaction. C'est vous qui êtes partie en Europe, n'est-ce pas? Celle qui a laissé son mari et son bébé derrière elle pour aller gagner de l'argent. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de savoir où ils sont. Cela fait 2 ans que je les cherche. Madame Lambert se leva lentement, époussetant sa robe. Eh bien, vous pouvez arrêter de chercher. Ils sont morts. Tous les 2. Ils sont morts dans un accident de voiture il y a environ 3 ans. Les funérailles ont été discrètes. Personne n'est venu. Les mots frappèrent Béatrice comme un coup physique. Elle chancela en arrière, s'accrochant à un lampadaire pour ne pas tomber. Mort. Non, ce n'est pas possible. On m'aurait prévenu. Quelqu'un m'aurait contacté. Qui aurait pu vous contacter? Vous n'étiez pas là. Vous les avez laissés tomber. La voix de Madame Lambert était froide et satisfaite. Ce petit garçon est mort en appelant sa maman. Et sa maman était de l'autre côté de la mer en train de compter son argent. Béatrice s'effondra sur le trottoir, secouée de sanglots si violents qu'elle ne pouvait plus respirer. Madame Lambert la regarda un moment, puis se retourna et rentra chez elle, refermant la porte derrière elle sans ajouter un mot. Tout ce qui suivit, les affaires menées sans pitié, l'empire bâti dans le froid, le mariage avec un homme riche qu'elle n'aimait pas, les enfants qu'elle éleva sans chaleur, tout avait commencé sur ce trottoir, à cet instant où Béatrice crut avoir perdu tout ce qui comptait. Elle ignorait que Madame Lambert avait menti. Elle ignorait que Malik avait survécu à l'accident, qu'il l'avait cherché lui aussi pendant des années, qu'il avait fini par abandonner, s'était remarié, et n'avait plus jamais parlé d'elle. Elle ignorait que son fils était vivant, qu'il avait grandi pauvre, sans mère, et en croyant que sa mère l'avait abandonné sans un regard en arrière. 40 ans de douleur bâtis sur un seul mensonge prononcé par une femme qui ne supportait pas l'idée qu'une femme blanche aime un homme noir. Et maintenant, par un retournement du destin impossible à prévoir, Sophie s'était agenouillée sur le sol d'un hôpital dans la pièce voisine, lisant les lettres que sa mère avait écrites à un fantôme, découvrant la vérité sur une tragédie qui aurait pu être évitée par une seule parole honnête. Laurent rassembla soigneusement les lettres et les photographies, les replaçant dans la boîte en bois avec des mains qui avaient enfin cessé de trembler. Les larmes avaient séché sur son visage, laissant des traces de sel sur sa peau sombre. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. La confusion et le chagrin étaient toujours là, mais ils étaient désormais accompagnés d'autre chose. De la résolution. Il savait qui il était désormais. Il savait qui Béatrice de Villeneuve était réellement. Et il savait que les 2 personnes qui avaient tenté de le faire sortir de cette clinique, qui avaient insulté son sang, sa peau et jusqu'à son existence, n'étaient pas ses vrais enfants à elle. Lui l'était. Laurent retourna dans la salle de repos où Léa dormait encore, son petit corps recroquevillé sur le lit d'hôpital, le vieux bracelet brillant à son poignet. Il s'assit à côté d'elle et la regarda respirer. Cette petite fille parfaite qui n'avait aucune idée que toute l'histoire de sa famille venait d'être réécrite. Elle avait une grand-mère. Une grand-mère vivante. Et cette grand-mère reposait dans la pièce voisine, maintenue en vie par un sang qui les reliait tous. La porte s'ouvrit brusquement sans prévenir. Stéphane de Villeneuve entra le premier, le visage pâle et tordu par une panique à peine contenue. Isabelle le suivit de près, et cette fois 3 hommes en costume chair les accompagnaient. Des avocats, le genre qui facturait 1000 € de l'heure et savait faire disparaître les problèmes. Mais Stéphane n'avait plus cet air sûr de lui. Il avait peur. Laurent comprit immédiatement. D'une manière ou d'une autre, pendant l'heure écoulée, ils avaient découvert la vérité. Peut-être avait-il soudoyé une infirmière pour voir les résultats des tests. Peut-être avait-il entendu les médecins murmurer au sujet de cette compatibilité biologique impossible. Peut-être avait-il simplement assemblé les pièces eux-mêmes.
quelle que soit la manière dont ils l'avaient appris. La peur dans leurs yeux disait à Laurent tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ils savaient qu'il était le véritable fils de Béatrice de Villeneuve, et ils étaient terrorisés par ce que cela signifiait pour leur héritage. Monsieur Diallo, dit Stéphane en forçant sa voix à prendre un ton presque calme. Nous avons besoin de parler en privé. Parler de quoi? Stéphane jeta un regard à Léa endormie sur le lit, puis revint vers Laurent. De l'avenir, de votre avenir, et du nôtre. L'un des avocats s'avança, tenant une chemise en cuir. Il l'ouvrit et en sortit un chèque, qu'il posa sur la petite table à côté du lit. 500 000 €. Le montant exact promis pour le don de sang. Nous sommes prêts à honorer la récompense immédiatement, dit Stéphane. En fait, nous sommes prêts à être extrêmement généreux. Mais il y a des conditions. Isabelle s'approcha, la voix basse et urgente. Nous savons qui vous êtes. Nous savons ce que ces résultats ont révélé. Et nous savons ce que Mère fera si elle se réveille et découvre que vous êtes vivant. Elle changera tout, poursuivit Stéphane. Le testament, la fiducie, l'ensemble de la succession. Elle vous remettra tout. Au fils qu'elle pleure depuis 40 ans. Et nous, il ne nous restera rien. Laurent regarda le chèque sur la table sans le toucher. Alors, vous voulez acheter mon silence? Nous voulons conclure un accord. Stéphane sortit un autre document de la chemise. Vous prenez l'argent, vous signez cet accord stipulant que vous ne contacterez jamais notre mère, que vous ne révélerez jamais votre identité ni à elle ni à la presse, et que vous ne formulerez jamais la moindre revendication sur la succession des Villeneuve. En échange, vous repartez avec un demi-million d'euros, net et sans complications. L'avocat ajouta, c'est une offre généreuse, monsieur Diallo. Plus que généreuse compte tenu de votre situation actuelle. Nous sommes au courant de vos dettes, des frais de scolarité de votre fille, de tout. Cet argent réglerait tous vos problèmes. Laurent se leva lentement, son regard passant du chèque à Stéphane, puis à Isabelle, puis aux avocats. Ils le regardaient tous avec un mélange d'espoir et de peur, comme des joueurs attendant de voir si leur dernier pari allait payer. Laissez-moi être sûr d'avoir bien compris, dit Laurent d'une voix basse. Vous voulez que je prenne cet argent et que je disparaisse? Vous voulez que je laisse ma mère mourir sans jamais savoir que son fils est vivant? Vous voulez que je l'abandonne de la même manière qu'elle croit m'avoir abandonné il y a 40 ans? Ce n'est pas un abandon, dit Isabelle précipitamment. Ce n'est que des affaires. Maman n'a pas besoin du traumatisme émotionnel d'apprendre la vérité à son âge. Ce serait cruel de le lui dire. En réalité, nous la protégeons. Laurent se mit à rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était le genre de rire qui fit reculer l'avocat d'un pas, mal à l'aise. Le visage de Stéphane pâlit encore davantage. La protéger, répéta Laurent. C'est comme ça que vous appelez ça. Comme quand vous la protégiez en restant dans sa chambre d'hôpital à vous disputer sur la façon de partager son argent pendant qu'elle était en train de mourir. Comme quand vous l'avez protégée en essayant d'empêcher la seule transfusion sanguine capable de lui sauver la vie. Il ramassa le chèque et le regarda longuement. 500 000 €. Assez pour rembourser toutes ses dettes, assurer l'éducation de Léa, peut-être même acheter une petite maison quelque part. Assez pour changer toute sa vie. Puis il le déchira en deux. Stéphane laissa échapper un bruit étranglé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Laurent déchira les deux moitiés en 4, puis en 8, laissant les morceaux tomber sur le sol comme des confettis. « Je ne suis pas à vendre. Ma mère n'est pas à vendre. Et la vérité n'est certainement pas à vendre. Tu fais une erreur, siffla Isabelle. Une erreur très coûteuse. Nous allons te détruire. Nous avons des avocats, des relations, des ressources que tu ne peux même pas imaginer. Nous ferons de ta vie un enfer. » Laurent passa devant elle sans dire un mot. Il passa devant Stéphane, devant les avocats, devant tous les autres, et se dirigea droit vers la porte qui menait à la chambre de Béatrice. « Arrêtez-le !» cria Stéphane. L'un des avocats attrapa le bras de Laurent pour le retenir. Laurent se tourna vers lui avec un regard qui le fit immédiatement lâcher prise. « Touchez-moi encore une fois, » dit Laurent d'une voix calme, « et ce ne seront pas les avocats dont vous aurez besoin.
Ce seront les médecins. Il poussa la porte et entra dans la chambre de Béatrice. Elle était toujours inconsciente, toujours reliée aux machines, toujours en train de lutter pour sa vie avec le sang d'un fils qu'elle croyait mort. Laurent s'approcha du lit et regarda son visage. Il la voyait différemment maintenant. Il voyait sa mère. Il se pencha et prit sa main dans la sienne. Derrière lui, Stéphane et Isabelle firent irruption dans la chambre, mais ils s'arrêtèrent juste à l'entrée, figés par la vision de cet homme debout près du lit de leur mère, lui tenant la main comme s'il en avait parfaitement le droit. Parce que c'était le cas. « Éloigne-toi d'elle, dit Isabelle, la voix tremblante. Tu n'as pas ta place ici. Tu n'as ta place nulle part près d'elle. » Laurent ne se retourna pas. Il continuait de regarder le visage de sa mère. « J'ai passé 40 ans à n'avoir ma place nulle part. À grandir sans mère, à croire que je n'étais pas assez bien pour qu'elle reste. Vous savez ce que ça fait à un enfant? Vous avez la moindre idée? » Nous ne nous soucions pas de ton histoire tragique, lança Stéphane. Il s'agit de famille. De notre famille. Laurent se retourna. Il regarda Stéphane et Isabelle, leurs vêtements chers, leurs cheveux parfaits, leurs visages tordus par la peur et l'avidité. Votre famille, répéta-t-il. Laissez-moi vous dire ce que c'est, une famille. Une famille ne reste pas dans une chambre d'hôpital à calculer combien d'argent elle héritera quand quelqu'un mourra. Une famille n'essaie pas d'empêcher une transfusion sanguine parce qu'elle n'aime pas la couleur de peau du donneur. Une famille n'offre pas de pot de vin pour faire disparaître la vérité. Il montra la porte. Vous voulez savoir la différence entre nous? Je suis venu ici pour sauver la vie d'une inconnue parce que j'avais besoin d'argent pour l'éducation de ma fille. Je ne savais pas qui était Béatrice de Villeneuve. Je ne voulais rien d'elle à part la récompense promise. Mais vous l'avez eue toute votre vie. Et tout ce à quoi vous pensez, c'est ce que vous obtiendrez quand elle sera morte. Le visage d'Isabelle se déforma de rage. Comment oses-tu nous faire la morale? Tu n'es rien. Juste un pauvre livreur noir qui a eu de la chance avec son groupe sanguin. Tu crois que partager l'ADN de notre mère fait de toi un membre de cette famille? Tu ne seras jamais l'un des nôtres. Tu n'appartiendras jamais à notre monde. Laurent sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. Le sang que vous méprisez, dit-il lentement, le sang que vous avez essayé si fort d'empêcher d'entrer dans le corps de votre mère, est la seule chose qui la maintient en vie en ce moment. Votre sang n'a pas pu la sauver. Le sang de votre frère n'a pas pu la sauver. Tout votre argent, toutes vos relations et tous vos avocats coûteux n'ont pas pu la sauver. Mais mon sang l'a pu. Le sang d'un pauvre livreur noir du Bronx. Il laissa les mots s'installer. Alors vous pouvez rester là et me dire que je n'ai pas ma place. Vous pouvez me menacer avec vos avocats et votre argent. Mais chaque respiration que prend votre mère, chaque battement de son cœur, c'est grâce à moi. Et quand elle se réveillera, elle connaîtra la vérité. Toute la vérité. Y compris ce que faisaient ses vrais enfants pendant qu'elle luttait pour sa vie. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bip régulier du moniteur cardiaque. Stéphane et Isabelle restèrent figés dans l'encadrement de la porte, leurs visages déformés par une colère impuissante. Les avocats s'étaient déjà retirés dans le couloir, ne voulant pas participer à cette confrontation. Laurent se tourna de nouveau vers le lit de sa mère et s'assit sur la chaise à côté, toujours en tenant sa main. « Je ne vais nulle part, dit-il sans les regarder. Je serai ici quand elle se réveillera. Vous pouvez l'accepter ou partir. Mais j'ai fini d'écouter quoi que ce soit venant de vous. » Les heures passèrent dans cette chambre d'hôpital. Stéphane et Isabelle finirent par se retirer dans le couloir, chuchotant furieusement avec leurs avocats à propos de stratégie juridique et de contrôle des dégâts. Mais Laurent resta exactement là où il était, assis près du lit de sa mère, tenant sa main, observant la montée et la descente régulière de sa poitrine. Léa s'était réveillée et l'avait rejoint, assise calmement sur ses genoux, ne comprenant pas complètement ce qui se passait, mais sentant que quelque chose d'important avait changé. Elle regardait la vieille femme sur le lit, puis le visage de son père, essayant de résoudre une énigme dont elle n'avait pas encore toutes les pièces. « Papa, qui est-ce » Laurent caressa les cheveux de sa fille et réfléchit à la réponse.
C'est quelqu'un que j'ai cherché toute ma vie, ma puce. Je ne le savais simplement pas avant aujourd'hui. Le moniteur cardiaque continuait de biper. Le ventilateur bourdonnait doucement. À l'extérieur, la skyline de Paris scintillait de millions de lumières, indifférente au drame qui se jouait dans cette petite chambre. Il était un peu après minuit lorsque Béatrice de Villeneuve ouvrit les yeux. Au début, elle ne bougea pas. Ses yeux s'ouvrirent simplement, fixant le plafond, essayant de comprendre où elle se trouvait et ce qui s'était passé. La dernière chose dont elle se souvenait était une douleur aiguë dans la poitrine, puis la chute, puis l'obscurité. Elle tourna lentement la tête, s'attendant à voir une infirmière, un médecin, peut-être l'un de ses enfants. Au lieu de cela, elle vit Laurent. Un homme noir en veste de livraison usée, assis près de son lit, tenant sa main comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et sur ses genoux, une petite fille à la peau sombre et aux yeux brillants, portant un bracelet en argent qui captait la lumière. Béatrice cligna des yeux, certaine qu'elle rêvait encore. Qui ? Sa voix sortit comme un murmure rauque. Qui êtes-vous ? Laurent se pencha en avant et Béatrice vit son visage clairement pour la première fois. La forme de sa mâchoire. La courbe de ses pommettes. La façon dont ses sourcils se fronçaient lorsqu'il réfléchissait. Elle avait vu ce visage 1000 fois auparavant. Dans des photographies. Dans des rêves. Dans les yeux d'un autre homme. Je m'appelle Laurent Diallo, dit-il doucement. Mon père s'appelait Malik Diallo. Et il y a 40 ans, vous m'avez laissé avec lui dans un petit appartement pendant que vous partiez en Europe pour sauver notre famille de la misère. Le moniteur cardiaque de Béatrice se mit à biper plus vite. Sa main trembla dans celle de Laurent. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Tu es mort. On m'a dit que vous étiez morts tous les deux. L'accident. Nous avons survécu à l'accident. » Laurent sortit le bracelet de Léa de sa poche et le plaça dans la paume de Béatrice. « Vous reconnaissez ceci ?» Béatrice fixa le bracelet. Il était terni, usé par le temps. L'argent assombri par les années. Mais elle l'aurait reconnu entre mille. Elle l'avait acheté sur un marché en 1983. Une petite chose bon marché qui coûtait moins de 5 €. Mais Malik l'avait attaché autour de son poignet en lui disant qu'il était plus beau que n'importe quel diamant. Elle l'avait donné à Laurent pour son 2e anniversaire, juste avant de partir pour l'Europe. « C'est impossible, murmura Béatrice. Je vous ai cherché. Je suis revenue. Madame Lambert m'a dit que vous étiez mort. Elle a dit que vous étiez mort dans l'accident. Madame Lambert a menti, dit Laurent doucement. Elle détestait que mon père ait épousé une femme blanche. Alors quand vous êtes venu nous chercher, elle vous a dit que nous étions morts. Et vous l'avez cru. Et nous avons passé 40 ans à croire que vous nous aviez abandonnés. » Les larmes coulèrent sur le visage de Béatrice. Elle leva une main tremblante et toucha la joue de Laurent, ses doigts suivant les lignes de son visage comme une aveugle lisant en braille. « Tes yeux, murmura-t-elle. Tes yeux sont exactement ceux de Malik. » Puis elle se mit à sangloter. De grands sanglots qui secouaient tout son corps. Elle attira Laurent contre elle avec une force étonnante et l'enlaça. « Mon bébé, pleura-t-elle. Mon beau garçon. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Laurent serra sa mère pour la première fois depuis 40 ans. La colère était encore là. Mais l'amour l'était aussi. La porte s'ouvrit brusquement. Stéphane et Isabelle entrèrent précipitamment. « Maman. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, dit Stéphane. Cet homme essaie de vous manipuler. Il veut votre argent, ajouta Isabelle. Il a inventé toute cette histoire. » Béatrice lâcha Laurent et se tourna vers eux. Ses yeux, encore humides de larmes, étaient devenus glacés. « Sortez. Maman, vous devez nous écouter. » J'ai dit, « Sortez. » Sa voix était ferme. « C'est mon fils. Mon vrai fils. Le seul enfant qui porte mon sang. Le seul qui est venu me sauver sans savoir qui j'étais. » Elle désigna la porte. « Sortez de ma chambre avant que j'appelle la sécurité. » Quelques semaines plus tard, la nouvelle se répandit dans tout le pays. Béatrice de Villeneuve avait modifié son testament. Stéphane et Isabelle reçurent seulement une petite allocation mensuelle. Le reste de la fortune fut distribué à des fondations. Laurent refusa tout héritage. Il ne voulait pas son argent. Il voulait du temps. 2 jours après la signature du testament,
Laurent entra au bureau financier de l'Académie Saint-Charles. Il posa un chèque sur le bureau. 8 400 €. Cela couvre tout, monsieur Diallo. Je sais. Il posa un second chèque. Et ceci couvre les frais de scolarité de l'année prochaine. L'argent venait de la récompense du don de sang. Laurent remboursa toutes ses dettes. Mais il continua à travailler. Parce que ce travail faisait partie de lui. Un soir, son téléphone sonna. « Laurent, dit Béatrice. J'ai préparé une chambre pour Léa ici. Elle pourrait venir certains week-ends. » Laurent regarda par la fenêtre de son petit appartement. « Merci pour l'offre, dit-il doucement. Mais je dois refuser. » Pourquoi ? Léa doit grandir avec l'exemple du travail de son père. Pas avec la richesse ni du regret. Le silence dura un moment. « Tu es un bon père, Laurent, dit finalement Béatrice. Et nous avons tous deux des choses à réparer. » Le dimanche suivant, Laurent emmena Léa rendre visite à sa grand-mère. Le domaine était immense. Léa courut dans les bras de Béatrice. « Mamie !» Béatrice la serra contre elle. Laurent resta un peu en retrait. « Merci d'être venue, dit Béatrice. »« Madame de Villeneuve, répondit-il. Le mot resta entre eux comme un mur. Mais ils passèrent l'après-midi ensemble. Et quand ils partirent, Béatrice demanda. « Même heure dimanche prochain ?» Laurent la regarda un long moment. « Même heure dimanche prochain. » 2 semaines plus tard, Laurent réparait la serrure de son appartement lorsque son téléphone vibra. Un message. Maman a acheté à Léa le coffret de peinture qu'elle voulait. Passe le chercher lors de ta prochaine visite. Il resta un moment à regarder l'écran. Maman. 40 ans de douleur ne disparaissaient pas en un jour. Mais quelque chose avait changé. Ils essayaient. Un pas à la fois. Et pour l'instant, cela suffisait. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Abonnez-vous et dites-nous en commentaire, un acte de bonté inattendu a-t-il déjà changé votre vie ?